Donc, on va parler durant cette session de thread virtuel. On va se focaliser sur cette nouveauté qui est apparue donc en Java 21, qui était en développement depuis pas mal de temps, hein, évidemment, qui sont les threads virtuels. Et je voudrais surtout regarder les choses sous l'angle de ce que les threads virtuels vont pouvoir apporter à la programmation asynchrone. Aujourd'hui, la programmation asynchrone, c'est un enjeu qui est important dans les applications, ça, tout le monde le sait. Si vous êtes là, c'est que vous en êtes probablement déjà convaincu. Et les threads virtuels viennent avec un certain nombre de promesses sur la façon dont on écrit en fait les applications asynchrones, les processus asynchrones, et c'est de ça que je voudrais parler. Quelques mots en introduction, si j'arrive à passer mes slides. Voilà. Donc je m'appelle José, j'ai une certaine quantité de contenu disponible sur le net, sur YouTube, sur GitHub, sur SlideShare et sur SpeakerDeck plutôt pour la partie slide. Donc je travaille pour Oracle dans le Java Platform Group et plus précisément je suis Java Developer Advocate. Donc on a une équipe des Java Developer Advocate à l'intérieur du Java Platform Group et ces développeurs advocates maintiennent un site qui s'appelle dev.java que vous pouvez aller visiter. J'ai même fait un QR code pour dev.java au cas où taper dev.java ce serait trop compliqué pour vous. Voilà, donc il y a un QR code et dans l'onglet Learn de dev.java vous avez une quantité de documentation très importante sur vraiment tous les aspects du langage et des API, y compris les aspects les plus récents. Voilà, on produit également pas mal de contenu sur YouTube, notamment si vous vous intéressez aux nouveautés de Java 21, qui est donc la dernière LTS sortie en septembre. On a produit une série qui s'appelle Road to 21, avec un certain nombre de vidéos qui couvrent chacune un aspect particulier des nouveautés de 21. Alors on couvre pas tout, mais on couvre quand même pas mal d'aspects importants. Plusieurs programmes, le Inside Java Newscast tous les 2 semaines, le Jeb Café qui a une régularité un peu plus incertaine. Je publie une série de shorts également qui s'appelle Cracking the Java Coding Interview, mais qui est en train de s'appeler maintenant Java Coding Tips. Il y a 150 épisodes et d'ailleurs le prochain doit sortir à midi aujourd'hui, puisque ça sort sur des horloges. Et si vous n'aimez pas la vidéo, je vous invite à vous connecter sur l'Inside Java Podcast, sur lequel on a fait 3 interviews vraiment extrêmement intéressantes, spécifiquement sur les threads virtuels. Alors vous pouvez vous dire 2020, 2022, c'est déjà un peu ancien, mais en fait Ron Pressler fait partie de l'équipe qui a écrit les threads virtuels. Donc c'est très intéressant d'écouter ce qu'il a à dire sur ce sujet-là. Et l'épisode 29 sur Elidon Nima et les threads virtuels avec Thomas Langer. Thomas Langer, c'est le monsieur qui écrit le serveur d'application qui s'appelle Elidon. Et Elidon, dans sa version 4, est entièrement construit sur les threads virtuels. En fait, tout le noyau a été entièrement réécrit. Et donc, c'est de ça qu'il parle dans cette interview. Donc, si vous vous intéressez au sujet des threads virtuels, c'est quelque chose que vous pouvez absolument écouter. Voilà. Donc, les threads virtuels ont été développés dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Loom. Loom, ça veut dire métier à tisser en anglais. Et thread, ça veut dire fil. Donc, Loom, c'est le truc qui va permettre de gérer plein de fils et plein de threads virtuels. C'est de là que vient le nom du projet. La première preview, ça a été dans le JDK 19 qu'elle a été publiée. Donc, il y a déjà un peu plus d'un an. Et ça, c'est le tweet que mon ami David Delabassé, qui fait partie de l'équipe à laquelle j'appartiens, donc a publié les caractéristiques du pull request qui a consisté à merger la branche Loom dans la branche principale du JDK. Voilà, donc si vous avez déjà fait des pull requests, voire des code reviews, et je ne doute pas que vous en ayez déjà fait, vous voyez, c'est à peu près 100 000 lignes de code dans la plateforme Java qui ont été impactées par l'introduction des threads virtuels. Voilà. Ça a pris à peu près 10 jours de faire la review de ces pull requests. Les threads virtuels sont maintenant une fonctionnalité finale dans le JDK depuis le JDK 21, donc depuis septembre dernier. C'est la JEP 444. Je vous invite vraiment à lire les JEP si vous ne l'avez jamais fait. Les JEP, ce n'est pas des documents de spécification qui sont durs à lire, voire impossibles, voire qui n'ont pas été écrits pour être lus par des gens qui veulent juste apprendre à se servir d'une fonctionnalité.
Les JEP, c'est vraiment ça. C'est des documents pédagogiques avec des patterns de code, avec pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ça n'a pas été fait comme ça, quel est l'objectif de la fonctionnalité, quels ne sont pas les objectifs de cette fonctionnalité. C'est vraiment des documents qui sont très intéressants à lire et je vous invite de le faire. Donc la 444, ça c'est pour les threads virtuels. La 480, qui est sortie le 20, pardon, qui a été mise à jour le 10 mai dernier, donc il y a vraiment quelques jours, sur la concurrence structurée dont on va parler, nous dit que la concurrence structurée sera toujours en preview dans le JDK 23, parce qu'en fait elle n'est pas intégrée encore, hein, cette JEP-là. Elle devrait être intégrée dans le JDK 23, puisque son statut c'est encore candidat. Et puis les scope values, c'est également, on va également avoir une troisième, enfin le plan en tout cas, c'est d'avoir une troisième preview des scope values. Là pour le coup, la JEP n'a pas encore de numéro, elle vient juste d'être écrite et publiée également le 10 mai. Elle va avoir un numéro, devenir candidate, éventuellement être intégrée, ça devrait être le cas en Java 23. Et si vous voulez suivre tout ce qui se passe sur le projet Loom, jdkjava.net/loom, c'est votre point d'entrée vers toutes les ressources que vous pouvez avoir, toutes les ressources officielles que vous pouvez avoir sur le projet Loom et ces aspects-là. Là, j'ai parlé de trois aspects, thread virtuel, programmation concurrente structurée et scope values. Ce ne sont pas les trois seuls aspects. Il y a d'autres aspects du projet Loom qui sont en développement également. Donc, si vous vous intéressez à ça, et amenez du feedback d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des mailing lists sur lesquels vous pouvez discuter avec les gens, dire ce que vous en pensez, faire des commentaires, poser des questions, demander des fonctionnalités si vous trouvez qu'il y a des fonctionnalités qui manquent. Étant donné que les choses sont encore en preview, c'est le moment de le faire. Une fois qu'elles seront en finale, ce sera malheureusement trop tard. Voilà. Et si vous voulez vraiment être à la pointe de tout ce qui se passe, vous pouvez même télécharger les versions Early Access du JDK 23 ou la version de travail de la branche Loom qui est construite et qui est dessus. Question, c'est quoi le projet Loom? Le projet Loom, c'est le projet qui s'occupe de développer les threads virtuels, la programmation concurrente structurée et les scope values. C'est le nom du projet qui chapeaute tout ça. Et si vous voulez trouver la documentation, c'est ce nom de projet qu'il faut rechercher sur le site du JDK. Voilà. Je monitore l'outil questions-réponses en temps réel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Monsieur Tozoun, bonjour. L'adoption. Alors, où est-ce qu'on en est de l'adoption? Les threads virtuels sont en version finale. Mais en fait, on a une version preview depuis la 19. Donc ça veut dire depuis la 19, c'était il y a deux versions par an, hein, donc ça va faire 2 ans en septembre. Et donc tous les gens qui font des serveurs d'application, ce genre de choses, travaillent en fait, enfin expérimentent avec les threads virtuels depuis plus d'1 an maintenant, hein. Bientôt 2 ans, 1 an et demi. Et là vous avez, si vous travaillez avec un serveur d'application, il y a toutes les chances pour qu'il soit cité ici. Vous avez Jetty, vous avez Tomcat, Spring Boot, Spring, Quarkus, Vertex, etc. Et puis Lydon, bien sûr. Tous les serveurs d'application à l'heure actuelle soit supportent déjà les threads virtuels, soit sont en train de construire un support pour les threads virtuels. Si vous faites du Spring Boot par défaut, en 21, utilise les threads virtuels pour ces services. Voilà. Pourquoi est-ce que cette technologie a-t-elle été développée? Pourquoi est-ce qu'elle est apportée dans le JDK? À quoi est-ce qu'elle sert et quels sont ses objectifs? Parce que Java, c'est pas un outil de recherche, c'est un outil d'ingénierie. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui est intégrée dans Java, il y a toujours une raison précise pour laquelle cette nouveauté est introduite. Et quand on regarde ce code-là, qui est très simple, et qui est même simplifié, ça c'est grosso modo du code Java 5, hein. Alors non, il y a des lambda, donc c'est plutôt du Java 8, mais le pattern executor service, submit, et puis je récupère un future, ça c'est du Java 5, hein. Donc c'est 2004, c'est du code qui a 20 ans. 20 ans. Voilà. Et en fait, ce code-là, c'est un code qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, quels sont les problèmes qui sont posés par ce code? Outre le fait qu'il est vieux. Il y a déjà un truc qui n'est pas un problème, c'est que ce code, même s'il a été écrit il y a 20 ans, si je mets les lambdas, c'est du code qui fonctionne toujours, hein. Voilà.
Donc, je crée un exécuteur service, je soumets une tâche sous forme du lambda, je soumets une deuxième tâche sous forme du lambda, je récupère des futures. Ok, et puis après, je construis un rapport qui est une page en faisant des get. Et puis je fais attention parce que je suis en train d'appeler des services, donc il est possible que ces services soient pas là, répondent pas, soient trop chargés, etc. Donc j'ai fait un get avec un timeout, ce qui fait que si au bout d'une seconde j'ai pas de résultat, mon get va jeter une exception. Ce code-là, il pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème qu'il pose, c'est que je bloque des threads en l'exécutant. Et si je m'amuse à compter le nombre de threads que je bloque, bien que ce code ne fasse que, on va dire, 3 instructions, hein, 2 soumissions et un get, enfin, la construction du rapport, on peut supposer que l'exécuteur service, ça a été fait par ailleurs, ben je bloque 3 threads. Si mon exécuteur service il comporte par exemple 5 threads ou 15 threads ou 20 threads, bah, je vais bloquer un premier thread de mon exécuteur service en faisant mon read image. Okay, cette lambda va bloquer son thread. Le read name il va aussi bloquer son thread, donc un autre thread de l'exécuteur service. Et puis quand je fais f1.get, f2.get, ça c'est les appels qui sont bloquants. Donc je suis en train de bloquer le thread qui exécute ce code-là, qui a exécuté les 2 submits et qui fait les get. Donc en tout, je bloque 3 threads. Alors pourquoi c'est pas bien de bloquer les threads? Ça, on va voir ça dans un instant. On va voir ça dans un instant. Et on va voir qu'en fait, c'est pas une situation qui est gravée dans le marbre. Ok, bloquer des threads, c'est pas bien, mais ça dépend du contexte. Il peut y avoir des cas dans lesquels bloquer des threads, c'est ok. Et on va voir lesquels. D'accord? Mais c'est pas le seul problème qu'il y a ici. Il y a un autre problème qui est beaucoup plus insidieux, qui est le problème suivant. Supposons que le premier get jette une exception. Parce que, par exemple, le read image ne répond pas. Donc au bout d'une seconde, le premier get, il jette une exception. Ok? Et le deuxième get, il est également en timeout. C'est-à-dire que readImage ne répond pas, mais il se trouve que readName ne répond pas non plus. Donc le f1.get va s'exécuter, au bout d'une seconde, il jette une exception. Mais ce faisant, le thread qui exécute newPage f1.get, f2.get, lui-même va partir en exception et va s'arrêter d'exécuter le code qui est en train d'exécuter. Ça va partir dans... Soit je gère l'exception, ça va partir dans le catch, soit je gère pas l'exception, et là, ça va casser le thread, c'est le runtime qui va gérer ça. Mais dans ces deux cas, le f2.get, il n'est pas appelé. Alors, j'ai deux cas. Soit le read name, il a répondu au bout de quelques millisecondes et là tout va bien. La réponse, elle va être ignorée, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis en erreur. Soit le read name, il répond pas. Le f2.get aurait dû jeter une exception au bout d'une seconde, mais comme il n'est pas appelé, cette exception, elle n'est pas jetée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans mon exécuteur service, j'ai un des threads qui exécute le read name qui ne répond pas et qui va rester bloqué et qui ne va plus pouvoir être utilisé pour gérer d'autres tâches. Donc dans mes exécuteurs service, j'avais dimensionné les choses comme il fallait avec par exemple 10 threads. Maintenant j'en ai un qui répond plus, qui n'est plus utilisé. Donc mon exécuteur service, il fonctionne avec 9 threads au lieu de 10, bien que j'en ai 10 dedans. Quelle capacité est-ce que j'ai à débugger ce genre de situation? C'est horrible à faire. C'est impossible de débugger ce truc-là. Parce que si je monitore mon application, je vais voir que mes 10 threads sont utilisés, que j'ai un thread qui est en attente d'une réponse. Si j'ai des trucs précis, je me dis, ah, mais il est en attente d'une réponse depuis un moment là. Mais il faut quand même que je commence à investiguer assez profondément pour comprendre cette situation. Mais par contre, si je regarde comment il est utilisé, je me rends compte qu'il n'y a que 9 threads qui sont utilisés. Et puis au bout de 3-4 jours, il n'y en a plus que 8. Et puis au bout d'une journée supplémentaire, il n'y en a plus que 7. Il n'y en a plus que 6, il n'y en a plus que 5. À un moment, on se dit, mais là, on a vraiment un problème, l'exécuteur service, il ne marche plus. Réflexe, j'éteins mon application, je la rallume, l'exécuteur service repart avec ses 10 threads, tout va bien. Et puis au bout de 2 jours, c'est plus que 9. Et puis au bout d'une journée supplémentaire, c'est plus que 8, c'est plus que 7, etc. J'ai une fuite de threads, en fait, du fait de ce code-là, et je ne peux rien en faire. Je peux rien en faire, c'est difficile de débugger ça. La seule façon de le débugger, c'est d'analyser le code que j'ai écrit pour me rendre compte qu'en fait, j'ai une situation dans laquelle le deuxième get, il se peut qu'il ne soit jamais appelé. Ok. Donc ça, c'est un deuxième problème qui amène des bugs qui sont vraiment insidieux, quasiment impossibles à corriger, et qui sont très embêtants parce que ça veut dire diminution des performances de mon application et nécessité de la redémarrer à intervalles de temps réguliers.
ce qui est quelque chose qu'en général, je cherche à éviter. Et puis j'ai un troisième problème. J'ai un troisième problème qui est que ces threads dans mon exécuteur service, en fait, ils sont récupérés pour faire une première tâche, une deuxième tâche, une troisième tâche, une quatrième tâche. Et si vous avez des variables thread local, eh ben, j'espère que vous êtes au courant qu'il y a une méthode remove sur thread local et que vous nettoyez bien vos variables thread local à la fin de chaque tâche. Parce que si vous ne le faites pas, vos variables thread local créées dans le contexte de l'exécution d'une tâche vont pouvoir en fait être récupérées, accéder, elles vont fuir en fait vers l'exécution d'une autre tâche qui éventuellement n'a rien à voir avec la première. Donc ça, c'est aussi un problème. Alors, le threading consomme en RAM, donc en mémoire, en quoi le thread virtuel nous servira-t-il? Ça, on va répondre à cette question-là. Est-ce que le thread virtuel consomme de la mémoire? Réponse oui. Tout ce que vous faites consomme de la mémoire, donc la réponse est oui. La question, c'est est-ce que ça en consomme beaucoup ou pas? Et ça, on va répondre à ça. Est-ce que le blocage de thread n'aurait pas pu être géré par l'exécuteur service, par exemple avec un TTL des threads? Vous avez, alors, le TTL des threads, c'est pas quelque chose qui est exposé par l'exécuteur service. Peut-être je me trompe peut-être, mais je connais pas d'exécuteur service qui fasse ça. Et je suis pas certain qu'en Java vous puissiez gérer ça. Vous pouvez le faire au niveau du système, mais pas au niveau de. Je crois pas qu'au niveau de l'API on puisse faire ça. Mais c'est pas grave parce qu'on va avoir une autre solution qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un deuxième exemple de code, vraiment classique. Je me crée un objet contrat, un objet JSON, pardon, à partir d'un objet contrat. C'est ma requête HTTP, voilà. Et puis je l'envoie sur un serveur. Puis j'ai tout encapsulé, donc ça se voit pas. Et ça c'est bien, j'aime bien parce que mon code il est facile à lire, mais c'est ce que j'ai mis en rouge. Get contrat, ça fait une requête sur un serveur. Et puis après je récupère le résultat. Je vais unmarshaller la réponse. Parce que c'est du JSON ce que je reçois, et je vais reconstruire mon objet contrat à partir de ce truc-là. Ce truc-là, ça c'est du code bloquant, et on nous dit, et tout le monde l'admet, parce qu'arrive un moment où on répond plus, on se pose plus la question, quoi. Quand tout le monde dit quelque chose, on a tendance à le croire. Voilà. Des gens qui ont failli être brûlés comme ça parce qu'ils disaient que la Terre était ronde et que tous les autres gens disaient que la Terre était plate. Mais bon, c'est comme ça. Donc ok, c'est pas bien de bloquer un thread. Donc ce code-là, il faut pas l'écrire. Il faut l'écrire différemment. Quel est le modèle de programmation alternatif pour écrire cette simple requête, hein? C'est un truc qui est super simple. Bah, il y a pas mal de frameworks ou d'API qui vous proposent des modèles de programmation pour faire ça. Là, j'ai pris le Computable Future. Vous pouvez faire autre chose avec un autre framework. Ok. Le code que vous écrivez avec Computable Future, c'est celui-là. D'accord? Vous avez une requête asynchrone, et puis vous récupérez le résultat de façon asynchrone, vous l'appliquez à getContract. Vous pouvez gérer l'exception avec exceptionally. Sur le code précédent, il n'y avait pas la gestion de l'exception. Là, il y est. Et puis après, vous faites un then apply pour injecter le résultat dans un autre marshal. On passe d'un code qui est celui-là, 3 lignes, quand même assez simple à comprendre et assez simple à lire, donc assez simple à maintenir, à un code qui est celui-là, dont je ne suis pas certain qu'il soit plus lisible que le précédent. Et dont je ne suis pas certain non plus qu'il soit plus simple à gérer, parce que si j'ai une modification à faire dans ce code-là, ce sera probablement plus délicat que si j'ai une modification à faire dans ce code-là. Donc, la programmation réactive, ça c'est la programmation réactive construite sur des callbacks. Okay, c'est certainement une bonne solution parce qu'elle marche, et qu'elle marche depuis plus de 10 ans. Enfin, le Computable Future, c'est Java 8, hein, donc ça a 10 ans. Ça a plus de 10 ans. Donc ça marche, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, le prix à payer de ce truc-là, c'est le modèle de programmation qui est qui est plus compliqué que le modèle de programmation impératif non réactif. Je voudrais répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est pas bien de bloquer un thread? La première étape de ce code-là, c'est la construction de la requête. Donc là, j'ai mis un truc JSON, peu importe, hein, que ce soit du JSON ou pas du JSON ou autre chose. Ce que vous faites, c'est un calcul en mémoire. L'échelle de temps pour le calcul en mémoire, c'est la nanoseconde. Okay, on est sur des CPU qui fonctionnent à des gigahertz. On parlait de l'époque où Java a été créé avec Bernard tout à l'heure. Quand Java a été créé, les CPU ils tournaient en mégahertz, hein, ils ne tournaient pas en gigahertz. En quelques mégahertz, quelques dizaines de mégahertz.
Voilà. Et puis la deuxième étape, ça consiste à aller chercher la réponse sur le net, sur le net, donc sur un serveur. Donc là, l'échelle de temps, c'est pas la même, c'est des millisecondes maintenant. C'est des millisecondes et des millisecondes pendant lesquelles j'attends le résultat. Donc pendant lesquelles mon CPU ne fait rien. Okay, mon CPU, il est en attente, il a pas de travail. Enfin, au moins, le cœur du CPU qui fait fonctionner ce thread. Et puis je récupère le résultat sous forme d'une chaîne de caractères, qui est du JSON. Le JSON, c'est du caractère. Et je reconstruis mon objet contrat, qui est mon objet métier. Et donc là, de nouveau, c'est du travail en mémoire, donc c'est des nanosecondes. Ok. Et c'est pour ça que c'est pas bien de bloquer un CPU. C'est pour ça que c'est pas bien de bloquer un thread. Parce qu'en fait, si vous bloquez votre thread, il fait rien. Pendant ce temps-là, le thread, il est en train d'exécuter votre code. Il est en train d'exécuter ces 3 lignes de code. Sauf que votre thread, il utilise le CPU 0,0001% du temps. J'ai un facteur 1 million entre des millisecondes et des nanosecondes. Ok. Et ce facteur 1 million, je peux rien y faire. C'est le ratio que j'ai entre une requête réseau et un calcul en mémoire. Donc c'est complètement indépendant du langage, de l'approche que vous utilisez pour écrire votre application, etc. C'est le hardware qui vous donne ça, qui vous impose ça. Votre CPU, il fait rien pendant 99,9999% du temps. Et ça, c'est le pourcentage réel. Ok. C'est le pourcentage réel. Il y a 6, 9 en tout, puisque j'ai un facteur 1 million. Comment est-ce que je peux régler ce problème? Comment est-ce que je peux éviter d'avoir ce problème? Le code que j'ai écrit, il suit un modèle de programmation qui consiste à dire un thread s'occupe d'une requête du début à la fin, de la création de la requête jusqu'à l'obtention de la réponse et la construction de mon objet métier. De combien de threads j'ai besoin pour maintenir mon CPU occupé? Étant donné que chaque thread utilise le CPU 1 millionième du temps, j'ai besoin d'1 million de threads pour maintenir mon CPU occupé 100% du temps. Ok. Et vous voyez que ce 1 million, il ne sort pas du chapeau. Ce 1 million, c'est le rapport entre le temps que vous prenez pour exécuter un calcul en mémoire et la durée moyenne d'une requête réseau qui est de l'ordre de la milliseconde. C'est en fait plus que ça, hein. Donc c'est encore pire ce que je vous dis là. D'accord? Donc la question c'est, ce modèle de programmation qui consiste à dire un thread peut s'occuper d'une requête, il est valide à condition que je puisse créer 1 million de threads dans mon application. Donc question, combien de threads je peux créer dans mon application? Il se trouve que un Java Lang Thread, donc ça c'est la classe thread Java qui a été écrite il y a 30 ans, hein, c'est en fait un wrapper sur un thread système qui vous est donné par votre système d'exploitation, qu'on appelle un kernel thread ou un platform thread dans les docs en anglais. Et un tel thread, ça prend 1 milliseconde pour le démarrer, et il va consommer 2 mégas de mémoire pour stocker sa stack, grosso modo son contexte. Okay. Donc si vous en voulez 1 million, ça veut dire que ça va prendre 1 million fois 1 milliseconde pour démarrer, donc ça c'est entre 15 et 20 minutes. Un petit peu long peut-être quand même. Et puis si vous avez besoin de 2 mégas de mémoire par thread, de base, ça veut dire que grosso modo il vous faut 2 téraoctets de mémoire pour pouvoir faire ça. Donc ça c'est pas possible. C'est pas possible sur des machines standards, d'accord. La quantité de ressources que vous avez besoin pour faire ça est absolument prohibitive. Et en fait, dans la réalité, si vous êtes sur une machine Linux standard et que vous essayez de créer des threads dans une boucle, par exemple, au bout de quelques milliers de threads, ça va être terminé. Hein. Au bout de 2000 threads, 3000 threads, votre JVM va dire stop, votre machine va dire stop. Ok. Et ça, c'est problématique parce que si vous, à supposer que vous puissiez créer 10 000 threads, ce qui est déjà une surestimation, au lieu d'avoir un CPU utilisé 0,0001% du temps, c'est-à-dire 1 millionième du temps, vous avez multiplié par 10 000, donc vous avez maintenant un CPU qui est utilisé 1% du temps. Vous êtes sur une échelle logarithmique, là, et le log, là, il travaille contre vous. Donc vous n'avez absolument pas réglé votre problème, alors que vous êtes aux limites de la capacité de votre machine. D'accord? Donc, cette solution-là, elle n'est pas envisageable. La solution, le modèle de programmation qui vous dit je vais gérer chaque requête dans un thread, avec les threads plateformes qu'on a,
C'est pas quelque chose qui est envisageable. Et donc à ce point-là, on a deux solutions. Pardon. Soit à supposer que je puisse avoir 1000 threads dans mon application. Ça veut dire que je peux donner entre 1000 et 1 million de tâches non bloquantes à chaque thread. Et ça, c'est ce que font les frameworks asynchrones. Qu'est-ce que vous dit le framework asynchrone? Il vous dit, plutôt que d'écrire un enchaînement de tâches avec du code bloquant, vous allez diviser cet enchaînement de tâches dans des lambdas. Chaque lambda ne doit pas bloquer. Et vous allez passer ces lambdas d'une certaine façon à votre framework. Et votre framework va s'arranger pour exécuter ces lambdas sur les thread platforms qu'il a à sa disposition. Alors, si vous prenez un exemple comme celui-là, ça c'est un exemple que j'ai emprunté à un spécialiste de programmation réactive qui s'appelle Thomas Nurkiewicz. Vous pouvez chercher son nom sur YouTube. Et donc, il traite cet exemple-là. Ok, donc là, vous avez du code bloquant quasiment à chaque ligne. User service existe de name, donc là, vous êtes en train de tester si votre utilisateur existe en base. Ça, c'est bloquant. User service create user, ça aussi, c'est bloquant. Vous avez du code bloquant partout. Ok, donc ça, c'est pas du code que vous pouvez exécuter avec le modèle un thread, un cycle, un processus métier. Mais si vous voulez l'écrire avec l'API Completable Future, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça va vous donner ce code-là. Ok. Donc là, vous passez d'un code qui est celui-là, je vous remonte le code précédent, qui est lisible. Vous lisez l'enchaînement des instructions et vous comprenez ce que ça fait. À la limite, vous pouvez même vous asseoir avec votre expert métier, votre spécialiste métier à côté pour vérifier que vous avez bien exécuté chaque opération dans le bon ordre. Et votre spécialiste métier va lire ce code-là et va le comprendre avec vous parce que c'est un code qui est assez explicite. Si vous avez besoin de modifier ce code-là, par exemple, si le prix total est supérieur à 1000, vous voulez envoyer un bon de réduction pour la prochaine commande de cet utilisateur, il n'y a pas de problème, vous voyez exactement où est-ce qu'il faut modifier le code. Si vous voulez faire la même chose sur ce code-là, bon courage. Moi, j'ai écrit ce code-là, ça m'a pris un petit moment de l'écrire. Ça n'a pas été instantané. Il a fallu que je teste quand même pour savoir si je ne m'étais pas trompé. Et la première version n'était pas la bonne. C'est au moins là. Il m'a fallu au moins 2 ou 3 essais pour le faire. Donc, le coût de la programmation réactive, c'est l'écriture d'un code ou un modèle de programmation qui est difficile à gérer. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Je vais manquer de temps pour vous en parler. On va en parler un petit peu plus dans le reste de la présentation. Donc je vous disais qu'on avait deux solutions et que la première, ça consistait à prendre vos tâches et à les diviser en petits bouts non bloquants et à tout passer à un framework avec une certaine logique, de sorte que le framework gère le fait que vos threads plateformes ne sont jamais bloqués. Et ça, c'est la programmation active. Ça marche depuis plus de 10 ans. Et ça rend des services extraordinaires. Donc, ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. C'est un modèle qui fonctionne, qui est performant, mais qui a un coût, et ce coût, c'est un coût de maintenance. Mais vous avez aussi une deuxième solution. Et cette deuxième solution, c'est de vous dire, j'ai besoin d'un autre modèle de thread que le thread plateforme, qui va être plus léger et qui doit être au minimum 1000 fois plus léger que le modèle de thread plateforme, parce que j'en veux 1 million dans ma mémoire à un instant donné. 1 million qui vont chacun gérer une tâche bloquante. Mais comme mon modèle de thread est plus léger, je vais pouvoir en avoir 1 million dans ma mémoire. Ok. Et ça, c'est ce que vous apportent les threads virtuels. Les threads virtuels, c'est exactement ça. Mais vous voyez que ce facteur 1000, il vient toujours du truc dont on a parlé au début, c'est-à-dire du fait que j'ai un facteur 1 million entre les calculs en mémoire et ma requête réseau, que je peux avoir 1000 threads plateformes dans ma mémoire, et que donc, chacun de ces threads plateformes doit prendre en compte 1000 tâches au minimum pour pouvoir en traiter 1 million de façon concurrente. Et donc, si j'ai un modèle de thread virtuel qui est 1000 fois plus léger, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir 1 million de threads virtuels, et donc chaque thread virtuel va pouvoir prendre en compte une tâche en particulier. Donc ce truc-là, contrairement à ce qu'on lit quelquefois sur le net, ce facteur 1000 et ce chiffre de 1 million, ça ne sort pas du chapeau. C'est le rapport entre les traitements mémoire et les traitements sur le réseau. Ok, donc un thread virtuel, c'est une classe, virtual thread, qui est en thread, qui n'est pas public, donc vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas le droit d'y toucher, ok, mais qui est en thread. Ça veut dire que tout ce qui est vrai avec les threads est également vrai avec les threads virtuels.
Et ce qui est également vrai, c'est tout ce qui est race condition, problème de visibilité, problème de locking, problème de deadlock, etc. Tout ça, ça ne change pas. Donc, travailler avec les threads virtuels ne vous dispense pas, je suis désolé de vous dire ça, de savoir ce que c'est que la programmation concurrente et les problèmes apportés, euh, les problèmes éventuels apportés par la programmation concurrente. Ok. La programmation concurrente, c'est une programmation qui n'est pas facile. Les threads virtuels ne simplifient pas la programmation concurrente. Je suis désolé de vous le dire. C'est la mauvaise nouvelle de la présentation. Voilà. Donc un platform thread, ça met à peu près une milliseconde à démarrer. Ça consomme à peu près 2 mégaoctets de mémoire. Le contexte switching, c'est quand vous avez un thread qui est installé sur un cœur de votre processeur et que ce thread n'est pas actif, donc votre système va désinstaller ce thread de ce cœur pour installer un autre thread. Et ça, ce contexte switching, c'est pas gratuit non plus, hein, ça prend du temps. Ça prend 100 microsecondes. Hein. Voilà. Un thread virtuel, ça met à peu près une microseconde à démarrer. Ça consomme à peu près, à l'heure actuelle, ça consomme 200 kilooctets de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui diminue avec le temps. Les threads virtuels sont en version finale en Java 21, donc vous pouvez d'ores et déjà travailler avec. Euh, c'est en version finale parce que l'API est stabilisée, parce que le modèle de programmation est stabilisé. Par contre, ça ne veut pas dire que la JVM ne va pas continuer à évoluer pour optimiser la façon dont ils sont exécutés. Et déjà, en 22 et en 23, on a une première série d'optimisations qui arrive, et on va avoir d'autres séries d'optimisations qui vont arriver, donc cette consommation mémoire, c'est quelque chose qui va diminuer avec le temps. Si une application n'a que très peu d'utilisateurs, a-t-on quand même besoin de threads virtuels? Y a-t-il une limite à partir de laquelle les utiliser? Si vous gérez 10 utilisateurs par jour, ou même par heure, ou même par minute, voilà, 10 utilisateurs par minute, vous n'avez pas besoin de tout ça. Okay, même la programmation réactive, je suis désolé, vous n'en avez pas besoin. Vous bloquez vos threads plateforme, c'est terminé. Vous en fichez. Là, je parle d'une application qui gère des milliers, voire des centaines, enfin dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'utilisateurs par seconde. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin. Clairement. Donc, on a besoin quand même d'une contrainte. Il y a une contrainte sur ces threads virtuels. Et cette contrainte-là, c'est que le fait de bloquer un thread virtuel, okay, parce que mon thread virtuel, du coup, il va exécuter du code bloquant. Hein. Maintenant, je vais prendre mon code bloquant, je vais l'exécuter dans un thread virtuel. Ce thread virtuel ne doit pas bloquer le thread plateforme sur lequel il est exécuté. Okay. Et ça, c'est la contrainte la plus complexe que les gens ont eu à gérer. C'est-à-dire que vous écrivez du code bloquant, vous l'exécutez dans un thread virtuel, ça c'est indispensable, mais le fait de bloquer ce thread virtuel ne doit pas bloquer le thread plateforme. Un thread virtuel, c'est quelque chose qui fonctionne sur un thread plateforme parce que le thread plateforme, c'est la solution qui vous est offerte par votre système d'exploitation pour exécuter des tâches en parallèle. D'accord? Et ça ne change pas. Et c'est le seul moyen que vous ayez de faire ça. Donc ça ne change pas. Et les threads virtuels ne changent pas cette situation-là. Le thread virtuel, c'est un wrapper sur votre tâche, bloquante, et qui va isoler son blocage et l'isoler du thread plateforme. C'est ça qui va se passer. Ok. Il autorise aussi une autre possibilité qui est, au travers de la concurrence structurée, qui est le fait que vous n'aurez plus de thread, je vais dire en l'air, loose thread, ok, ce qui était le cas dans le pattern de code que je vous ai montré tout à fait au début. Dans le pattern de code que je vous ai montré tout à fait au début, euh, le premier get jetait une exception, le deuxième get n'était pas appelé, vous vous rappelez, et donc si la tâche ne s'arrêtait jamais, bah, vous avez un thread qui était utilisé en permanence. Et pourquoi est-ce que ce thread, il était toujours utilisé même quand ce code n'était plus d'actualité? Elle était toujours utilisée parce que ce thread, il est récupérable. D'accord? Pourquoi il est récupérable? Parce que c'est un thread plateforme qui coûte cher à créer et donc qui coûte cher à laisser mourir. Maintenant que vous avez un modèle de thread sur un thread virtuel qui coûte pas cher à créer et donc qui coûte pas cher à laisser mourir, vous n'êtes plus dans cette situation-là. Et vous pouvez envisager une situation dans laquelle, bah, une fois que vous avez terminé votre tâche, vous tuez tous vos threads virtuels. Ça ne tue pas les threads plateformes, évidemment. Et donc, vous sortez de cette situation où vous avez potentiellement des threads dans l'air. Alors,
Pattern pour créer des threads virtuels, au cas où vous voudriez en créer à la main. Vous avez une méthode factory, off virtual. D'ailleurs, vous avez aussi une méthode factory off platform qui vous permet de les créer. Et vous avez un exécuteur service. Si vous avez une application qui est construite sur les exécuteurs service, bah vous avez un exécuteur service qui s'appelle le New Virtual Thread Per Task Executor, qui en fait ne poule rien du tout, qui va simplement vous créer un thread virtuel à chaque fois que vous soumettez une tâche à cet exécuteur service, et qui va le laisser mourir à la fin. Est-ce que l'usage d'appels natifs verrouille toujours un thread virtuel sur son carrier? La réponse est oui. Si oui, comment les bibliothèques telles que Netty prévoient-elles le support des threads virtuels lorsque l'usage de natif transparaît par exemple? Alors, la réponse est oui. Faut bien, faut- je vais répondre à la question dans un instant. Je vais revenir un petit peu, je vais revenir dessus dans un instant sur cette question-là. Si dans quelques minutes j'y ai pas répondu, Bruce, tu me le rappelles et je reprendrai le truc. Est-ce que vous pouvez bloquer un thread virtuel? La réponse est oui, et la réponse est vous devez bloquer un thread virtuel. D'accord? Exécuter du code non bloquant dans un thread virtuel ne sert à rien. Ne le faites pas. Les threads virtuels sont faits pour exécuter du code bloquant. Si vous n'avez pas de code bloquant, n'exécutez pas. N'utilisez pas de thread virtuel. Comment fonctionne un thread virtuel? Un thread virtuel, ça a une stack, comme un thread normal. Cette stack, elle s'exécute comme une tâche sur un worker qui est pris dans un fork join pool. Et automatiquement, quand vous exécutez du code bloquant, il y a un appel à un truc qui s'appelle continuation.yield. Ok. L'API va détecter ce truc-là, va déplacer votre stack dans la mémoire heap de votre mémoire, et donc libérer le worker 1 qui est lui le thread platform de votre fork join pool. Ok. Quand les données que vous êtes allé chercher sur le réseau sont disponibles, votre thread virtuel va être réveillé par un signal qui vient du système d'exploitation, qui est le même signal que votre framework réactif utilise. Écoute, d'ailleurs, pas de problème là-dessus. Okay. Il va revenir sur le worker 1. D'accord. Et comme c'est un fork join pool, il ne va pas revenir directement dessus, il va aller dans sa file d'attente. Et si jamais cette file d'attente est pleine, bah, c'est que worker 2, il n'a rien à faire, il va pouvoir voler cette tâche et exécuter votre thread virtuel. Ok. Donc tout ça, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc vous avez des stands dans votre thread virtuel, vous avez un thread virtuel, il va commencer son exécution sur un thread plateforme. Il bloque, il part dans la heap, il est débloqué, il revient potentiellement sur un thread plateforme différent. Ce qui veut dire que si vous avez des adresses sur la stack, dans la stack de votre thread virtuel, et ça c'est possible si vous avez des appels natifs, à ce moment-là, le thread virtuel il va être épinglé, entre guillemets, sur votre worker. Ça ne va arriver. Alors, il y a deux cas pour lesquels ça peut arriver. Si vous avez des appels natifs, ça c'est obligatoire et ça sera toujours comme ça. Si vous avez des blocs synchronisés avec Synchronize, ça peut arriver aussi parce que le Synchronize utilise une adresse native, une adresse sur la stack. Ça va être refactoré. Ça va être refactoré en 2 temps, et je crois qu'il devrait y avoir une modif déjà en 23 qui va passer, donc qui va résoudre le problème du pinning des blocs synchronisés en 23. Et dans le futur, il y aura un refactoring plus profond du bloc synchronized qui va améliorer les performances de la solution qui va être mise en place rapidement. Voilà. Et donc ça devrait être ta réponse, Bruce. Donc si ce n'est pas le cas, merci de me le dire. Sur les serveurs virtuels mutualisés, c'est déjà lent. Est-ce que ça ne risque pas d'être encore plus lent? Si tu n'as pas beaucoup de threads plateforme ou si tu t'exécutes sur 0,7 CPU, les threads virtuels, ça ne va pas du tout résoudre ton problème. Ça, c'est bien évident. Mais ça ne vient pas des threads virtuels, des threads plateformes. Ça vient du fait que tu tournes sur 0,7 CPU. Est-ce que tous les garbage collectors gèrent les threads virtuels? La réponse est oui. Y a-t-il des limitations pour ne pas utiliser tel ou tel GC? La réponse est non. Tous les GC fonctionnent. Tous les GC ont été refactorés, 100 000 lignes de code, pour gérer le fait que maintenant vous avez des bouts de stack dans la heap. Tous les GC gèrent ça, absolument. Ils le gèrent d'une certaine façon, ça devrait être optimisé dans le futur, donc il y a des choses qui vont être améliorées également dans ce domaine-là. Après, c'est de la JVM, c'est le fonctionnement de la JVM, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Votre code, lui, fonctionnera toujours de la même façon. Ok.
Bloquer un thread virtuel, non seulement c'est OK, mais c'est indispensable. Vous voyez que exécuter une tâche dans un thread virtuel, c'est un overhead par rapport à l'exécuter directement sur un thread plateforme. Donc si vous ne le bloquez pas, si vous ne bénéficiez pas de ce système-là, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire. OK. Donc ça veut dire que maintenant, vous pouvez utiliser ce code-là à condition de l'exécuter dans un thread virtuel plutôt que ce code-là. Ce modèle de programmation, vous n'en avez plus besoin dès l'instant que vous vous exécutez dans un thread virtuel. Exécuter une tâche dans un thread virtuel, c'est plus coûteux que dans un thread plateforme. Donc si tout ce que vous faites, ce sont des calculs en mémoire, ne l'utilisez pas de thread virtuel. Okay. Stream parallèle dans les threads virtuels, inutile. Les garbage collectors, ils ne sont pas exécutés dans des threads virtuels. Le compilateur just-in-time, il n'est pas exécuté dans un thread virtuel. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de vos threads plateformes quand vous utilisez des threads virtuels, et on va comparer ça avec des threads avec un modèle réactif. Dans les threads virtuels, bah, vous avez votre plateforme thread qui s'exécute. Okay. Et puis vous avez votre thread virtuel qui commence à s'exécuter. Voilà, vous faites votre requête sur votre base de données. Ça bloque. Le thread virtuel, il part dans la heap. Et puis il va revenir quand il aura ses données pour continuer à s'exécuter. Et puis, dans l'intervalle, vous avez un autre thread virtuel qui s'exécute, qui fait une requête sur le réseau, bloquante. Ce thread virtuel est dégagé de votre thread plateforme. Il va revenir un peu plus tard, une fois qu'il aura ses données. Et puis, dans l'intervalle, il y a un autre thread virtuel qui va arriver, qui va bloquer, qui va être dégagé, puis un autre. OK. Le numéro 3 va revenir au bout d'un moment. Le numéro 4 va revenir au bout d'un moment, et ainsi de suite. D'accord? Un système de thread virtuel qui fonctionne bien, votre thread plateforme, il est utilisé avec un certain pourcentage de temps. Donc là, on est, je sais pas, peut-être 95%, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe en programmation réactive? Programmation réactive, vous avez découpé votre process en petites lambdas, et aucune de ces lambdas n'est bloquante. Okay, vous n'avez pas écrit de bug. Si vous faites ça, c'est un bug. Hein, c'est grave. Hein. Vous avez votre plateforme thread qui est là, et votre première lambda va être exécutée sur ce plateforme thread par votre framework réactif. Okay, Run 5. Et puis après, vous allez avoir un Zen accept. La deuxième lambda va être exécutée un peu plus tard. Mais dans l'intervalle, vous avez un autre process avec une première lambda, OK, Run 5, Zen accept, une deuxième lambda, et dans l'intervalle, vous avez un troisième process qui va arriver avec votre Run 5, et puis votre Zen apply, voilà, puis une troisième lambda, un quatrième process, et puis le troisième process va continuer avec son Zen apply, et puis le quatrième process va continuer avec son Zen accept, etc., etc. Vous voyez que du point de vue de l'utilisation de votre plateforme thread, il n'y a pas beaucoup de différence entre un système de thread virtuel et de programmation réactive. Ok, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous pourriez avoir envie d'utiliser des threads virtuels plutôt que de la programmation réactive si c'est la même chose et si les performances sont les mêmes? Parce que les performances sont les mêmes. Si vous observez des performances qui sont différentes, ces différences de performance, elles vont venir de votre framework. Elles ne vont pas venir de votre application. C'est le framework. Les différences de performance viennent de votre framework. Dans les deux cas, bloquer votre plateforme thread, ça c'est un énorme problème. Si vous écrivez, si dans votre système réactif vous avez créé une lambda bloquante, elle va ralentir l'intégralité de votre application, pas juste votre processus à vous. Parce que votre thread loop, là, votre event loop, pardon, il ne faut absolument pas le bloquer dans un truc réactif. La principale différence, c'est que en programmation réactive, le fait de ne pas bloquer votre plateforme thread, donc votre event loop, c'est la responsabilité de votre code. Et si vous écrivez une lambda bloquante, c'est un bug chez vous que vous devez corriger. Si vous utilisez des threads virtuels, le fait de ne pas bloquer le thread plateforme, comme vous avez le droit de bloquer votre thread virtuel, le fait de ne pas bloquer votre thread plateforme, c'est la responsabilité de l'API. Java.io, Java NIO, toutes ces API ont été refactorées pour supporter les threads virtuels. Et donc la principale différence, et j'ai envie de dire, pas dire la seule, mais la principale différence, garder les principales différences, c'est en fait le modèle de programmation. Vous passez d'un modèle de programmation dans lequel vous écrivez du code bloquant,
qui va être lisible et plus facile à maintenir, un modèle de programmation où vous avez de la programmation réactive à écrire, et donc il faut que vous fassiez attention à ne pas écrire de bugs et à ne pas bloquer les threads de votre event loop. D'accord? Un thread virtuel ne peut pas bloquer un platform thread par construction. S'il le bloque, c'est un bug dans l'API, c'est pas un bug dans votre code. Et donc pour conclure sur ces threads virtuels, un thread virtuel c'est quelque chose qui est peu coûteux à créer, c'est pas gratuit, hein, mais c'est peu coûteux à créer au point où en avoir 1 million ou 10 millions en train de bosser dans votre application. C'est possible. La consommation mémoire est relativement faible et elle va s'améliorer avec le temps. Il y a plein d'optimisations qui sont en cours, qui sont en train d'être implémentées sur ce sujet-là. Et vous devez les utiliser pour écrire du code bloquant. Si vous n'avez pas dans l'idée d'écrire du code bloquant dans un thread virtuel, n'utilisez pas des threads virtuels. Et le gros intérêt, c'est que ça vous empêche de bloquer votre platform thread. Okay, et donc, vous n'avez plus besoin d'écrire de code réactif ou d'écrire de code asynchrone avec ce modèle de programmation basé sur les callbacks si vous utilisez des threads virtuels. Alors, question sur thread virtuel versus Java Reactor. Est-ce qu'on peut utiliser les deux approches? Non, utilise uniquement les threads virtuels. Laisse tomber Reactor. Il me reste un petit peu de temps pour vous parler de concurrence structurée, et c'est un sujet qui est super important, qui est encore en preview, donc qui va peut-être changer. Donc je vais surtout vous parler des principes, histoire que vous compreniez aussi la relation entre thread virtuel et programmation concurrence structurée. Back in the days, comme disent les anglo-saxons, il y a longtemps, on utilisait des goto dans des programmes. Peut-être certains par exemple ont fait du basic, et on faisait des goto en basic. Il se trouve que goto, c'est un mot réservé en Java. Il n'est pas utilisé, mais c'est un mot réservé. Pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée d'écrire des goto? Ben, c'est pas une bonne idée parce que quand vous regardez une ligne de code dans un programme en basique avec des numéros de ligne et des goto partout, quand vous regardez une ligne de code et que vous voyez que votre programme est en train d'exécuter une ligne de code en particulier, vous vous rendez compte qu'en fait, votre programme il peut venir de n'importe où. C'est très difficile de suivre l'exécution d'un programme juste en le lisant quand vous avez la possibilité d'avoir des goto. Et donc, plutôt que de garder les goto, les gens se sont dit, on va arrêter de faire des goto, on va faire des if, on va faire des boucles for, on va faire ces choses-là, de façon à éviter d'avoir à faire des goto et à pouvoir sauter partout, etc. Et ça a amené la programmation structurée, qui n'a pas besoin de goto pour fonctionner. Il se trouve qu'en Java, on continue à faire des goto. Alors, on continue à les faire de façon un peu insidieuse, mais malgré tout, les goto, ils existent toujours. Quand j'exécute une tâche dans un thread, que ce soit un thread créé à la main ou dans un exécuteur service, c'est en fait la même chose qu'exécuter un goto. Si je regarde ce qui se passe, j'ai mon thread main avec des instructions, et puis j'ai mon worker thread 1 et worker thread 2, ça c'est mon exécuteur service qui existe déjà. Pourquoi est-ce qu'ils existent déjà? Parce que créer des threads plateformes c'est coûteux, et donc aujourd'hui mes threads plateformes je les crée au moment où je lance mon application. Mon application elle va être un petit peu longue à se lancer, mais je considère que c'est pas grave parce qu'elle va rester vivante des jours et des jours, voire des semaines, voire des mois, voire des années. Je vais jamais l'éteindre, donc mes threads ils sont lancés une bonne fois pour toutes, et voilà. Et puis à un moment je vais avoir besoin de lire les liens, hein, c'était l'exemple tout à l'heure, de façon asynchrone. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Ma tâche de lecture de lien, je vais l'exécuter dans ce worker thread 1 qui est préexistait à mon processus et qui ne va pas mourir une fois que j'aurai terminé. Et puis après, je vais lire mes images, et ça va me faire un read image dans mon worker thread 2. Et vous voyez qu'en fait, quand je suis en train d'exécuter readlinks, si je veux savoir où est-ce que dans mon programme mon readlinks il a été lancé, eh ben, j'ai aucune façon de le savoir. C'est comme si j'avais fait un goto. J'ai fait un goto sur un runnable, mon runnable il s'exécute dans un thread, et si je regarde la pile d'appels de ce runnable, en fait le thread.run sur ce runnable, okay, il a été exécuté sur ce worker thread 1, et si je regarde cette pile d'appels, ça va m'emmener à l'endroit où ce worker thread 1 il a été exécuté, il a été créé, pardon, c'est-à-dire au moment de la création de cet exécuteur service, donc au lancement de mon application. Okay. Mais quand je suis dans ce callable ou dans ce runnable readlinks, j'ai aucun moyen de savoir où est-ce que ce readlinks il a été créé. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que ce worker thread il a été créé indépendamment de ma tâche. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça?
parce que c'est un plateforme thread et qu'un plateforme thread, c'est coûteux à créer. Et donc, je les pool, je les crée au début. Mais maintenant, j'ai un nouveau modèle de thread. J'ai ce modèle de thread virtuel que je peux créer à la demande. Donc, ce modèle d'exécution, j'en ai plus besoin. Et c'est ce que propose la concurrence structurée. Je vais faire la même chose. Je crée mes instructions, enfin, j'exécute mes instructions, et là, j'ai un certain nombre de tâches asynchrones à exécuter. Je vais créer un pool de threads virtuels. Là, j'ai mis des petites couleurs différentes. Ça, c'est mes threads virtuels. D'accord? C'est mes tâches asynchrones qui sont là. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que le thread virtuel, c'est quelque chose qui est facile à créer. C'est un objet Java comme un autre, en fait. Hein. C'est pas plus coûteux de créer un thread virtuel que de créer une chaîne de caractères, quand on regarde. D'accord? Et une fois que ces tâches asynchrones, elles auront terminé leur exécution, elles vont produire des résultats. Ces résultats, je vais les agréger et je vais continuer l'exécution de mon programme. D'accord? Ça, c'est le pattern d'exécution de la programmation asynchrone. C'est un peu comme si j'avais un exécuteur service que je pouvais créer à la demande et que je fermais à la demande. Et quand je ferme ce pool de threads, je tue tous les threads virtuels qui sont dedans, donc je ne peux plus être dans la situation où j'avais tout à l'heure des threads en l'air. Vous savez, le thread en l'air qui était en l'air parce que j'avais appelé le premier get qui avait crashé, qui avait jeté une exception et que le deuxième n'était pas appelé. Okay, bah, cette situation-là, avec la concurrence structurée, je ne peux plus la vivre par construction. Au niveau du code, qu'est-ce que ça donne? J'ai un objet qui s'appelle un structured task scope que je crée. Cet objet, il est auto-closable, donc je peux l'utiliser dans un try with resource. Donc quand je vais quitter ce bloc de code, il va être fermé et tous les threads virtuels qu'il va créer vont disparaître. Je vais lui soumettre des tâches avec la méthode fork. Ça va me retourner un objet qui était un future avant, qui n'est plus un future, peu importe, ça marche un peu comme un future. Je vais faire un join. Là, le join, il me rend la main. Il est bloquant, ce join. Read links, read image, ça, c'est les appels bloquants. Mais je m'exécute dans des threads virtuels, donc c'est OK de faire ça. D'accord? Le join, il bloque, pas de problème. Je bloque un thread virtuel, donc j'ai pas de souci avec ça. Le join va me rendre la main quand toutes mes tâches ont fini de s'exécuter. OK? Éventuellement, je vais avoir des exceptions, etc. Je vais aller chercher mes résultats. Ça, c'est plus du code bloquant parce que le join était bloquant, mais le get, là, il l'est plus. Et je vais pouvoir construire mon rapport et retourner mon rapport. Et quand je quitte mon try with resource, mon scope va être fermé, scope.close va être fermé, et ça va nettoyer tous les threads virtuels que j'ai dedans. Si jamais readlinks ou readimage génèrent eux-mêmes des scopes, le fait de fermer le scope qui s'appelle report, là, le scope qui exécute tout ça, va automatiquement fermer tous les scopes qui ont été créés par les threads virtuels de ce report to scope. D'accord? Donc ça, c'est le pattern de base de la programmation concurrente structurée. Et vous voyez que ça règle un autre des problèmes du code que je vous avais montré tout à fait au début. Le premier problème qui a été réglé, c'est le fait que le code est bloquant. Donc bloquer un thread virtuel, c'est OK. Le deuxième, c'était le fait d'avoir des threads en l'air. Bah, maintenant, avec un pattern comme celui-là, je n'ai plus de thread en l'air. Mais vous voyez que ce pattern ne peut exécuter que si j'ai un modèle de thread qui est léger, que si j'ai un modèle de virtual thread. Si j'ai pas de virtual thread, je ne peux pas, dans les performances de mon application, je ne peux pas me permettre de créer des threads plateformes à la demande comme ça et de les laisser mourir. Ça, ce serait beaucoup trop coûteux. Pour le moment, le fork ne prend que des callables. Est-ce prévu de prendre un runnable? Alors, un callable, c'est pas loin d'être un runnable, donc tu peux quand même, malgré tout quand même un peu faire les deux. Si tu veux que ça prenne des runnables, les gens sont en train d'en discuter, donc va sur les mailing lists, soumets ton use case, et va dire aux gens, moi j'ai ce cas-là, ce sera vraiment bien de pouvoir faire ça, et peut-être que ça passera. Cette API, elle est encore en preview, hein, donc faut pas hésiter à faire du feedback pour que les gens la modifient. Voilà. Il me reste quelques minutes pour vous parler des scope values. Scope values, c'est un modèle de programmation qui a pour objet de remplacer le modèle des threads locales. Les threads locales, c'est un truc qui date de 98, je crois que c'est du Java 2, donc c'est même avant les exécuteurs service. OK. C'est vraiment un très très vieux truc. Et il y a plein de choses qui étaient des bonnes idées à l'époque et qui sont plus des bonnes idées aujourd'hui. OK. Notamment, thread local, c'était bien quand votre thread il était créé quand vous en aviez besoin et il était tué quand vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, les threads ils sont récupérés, donc si vous oubliez de nettoyer vos threads locaux, vous avez un problème. Hein. Si vous croyez que vous n'utilisez pas le thread local, votre serveur d'application l'utilise pour vous. Hein. Les threads locaux, plein Spring Boot et plein tous ces trucs-là. Les threads locaux sont supportés par les threads virtuels. Donc si vous avez une application qui les utilise, elle doit continuer à fonctionner.
avec les threads virtuels. Mais par contre, il faut arrêter d'en faire. Et il faut faire le ménage, si vous avez la possibilité de le faire. Le fork join pool fonctionne de la même façon, mais sur des plateformes threads, c'est ça? Exactement. Le fork join pool, c'est un pool de threads avec des threads plateformes à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Et qui se dimensionne automatiquement au nombre de cœurs que vous avez dans votre processeur. Le modèle de programmation des threads locaux, c'est le suivant. Vous créez une variable, des scope value. Vous créez une variable de type scope value, ok, new instance. Vous lui donnez une valeur, donc qui je la lie à la valeur key1 et je vais exécuter, ici c'est un runnable, d'accord, dans le contexte de cette liaison. Je peux chaîner plusieurs appels si je veux. Donc là, key2, il va être dans le contexte de ces deux liaisons-là. Et à l'intérieur de ces méthodes, do something smart et do something smarter, et d'ailleurs c'est so something smarter, c'est pas do, vous pouvez lire la valeur qui a été donnée à qui va pas être la même dans le premier contexte et dans le deuxième contexte, avec ce genre de choses. Vous avez deux méthodes, une méthode isBound qui vous dit ouais, qui a été, j'ai donné une valeur à qui, et vous faites un get, si c'est le cas, sinon bah, il n'y a pas de valeur. Ok. Donc le modèle de programmation il est super simple. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que ces scope values vont être transmis si vous créez des threads dans les méthodes que vous avez appelées. Ok, je reviens au truc d'avant, là, les méthodes de votre enable, elles-mêmes, elles ont le droit de créer des threads. Et voilà. Et le principe de Loom, c'est que vous ne voulez pas de valeur en l'air. D'accord? Pas de loose scope values. Donc, si vous créez des threads ou des threads virtuels avec des exécuteurs service, avec des new threads, avec vos méthodes factory, à ce moment-là, vos scope values ne sont pas transmises. Parce que l'idée, c'est que quand vous quittez votre méthode, ces threads-là peuvent être toujours en vie. Donc là, vous ne voulez pas transmettre vos scope values. En revanche, si vous créez des structures task-scope, auto-closable, le structure task-scope, quand vous quittez votre méthode, il a été fermé et il a tué tous ces threads qu'il avait créés. Donc là, vous ne pouvez pas avoir de scope values en l'air, ok? Et donc, si vous créez des structures task-scope, les threads virtuels créés dans le contexte de votre structure task-scope vont voir les scope values que vous avez transmises, dont vous avez lié les valeurs. Il me reste 0 minute pour vous parler du plan. Donc, les threads virtuels sont finaux en 21, donc évidemment, ils sont aussi finaux en 22 et en 23, ça va pas changer. La concurrence structurée, c'est du preview. Les scope values, ce sera aussi du preview en 23. Là, j'ai mis final, mais ce sera du preview en 23. Maintenant, on est sûr. Les Java Object Monitor, ça, c'est des choses qui vont... c'est un nouveau modèle pour gérer la synchronisation. Ça, il est possible que ce soit de la preview en 23, c'est pas encore certain. Et j'ai terminé, pile poil à l'heure. Jouez avec Loom, utilisez-le, utilisez ce modèle de programmation qui est génial, et en plus, vous l'avez, ce qui est encore meilleur. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé, et je vois Elvadas qui est, qui est en train de me regarder, donc il va pouvoir prendre la suite. Merci beaucoup.